démarré les Colibris de Versailles il y a un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de projets qui existent, dont un des projets, ce sont les jardins partagés. Il n'y a pas d'adhésion chez les Colibris de Versailles, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de président, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de conseil d'administration, et il y a 10 projets, il n'y a pas d'argent, et il y a 10 projets qui fonctionnent dans des tas de sujets différents, dont un des sujets, c'est le jardin. D'accord. Alors en fait, le projet des Colibris, donc c'est effectivement un mouvement national, inspiré par un monsieur qui s'appelle Pierre Rabhi, qui existe depuis 10 ans en fait, et donc dont l'intention est d'aller vers un monde qui soit plus respectueux de l'environnement, de la nature, ça on s'y attend un petit peu, mais aussi respectueux des autres personnes autour de soi, et aussi vis-à-vis de soi-même, parce que en fait l'idée c'est comment je peux imaginer de changer le monde si déjà je ne commence pas par moi. Et donc les Colibris ont mis quelque part le changement personnel au cœur de leur projet. Donc l'idée des Colibris, c'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais c'est juste d'accueillir ce que les gens ont envie de faire à un moment donné, là où ils habitent, avec l'énergie qu'ils ont envie de faire. Pour faire en sorte que, essayer de faire les choses un peu différemment que ce qu'on a peut-être l'habitude de faire. De se dire qu'il y a peut-être d'autres façons de s'alimenter que d'être chasseur-cueilleur dans un magasin. Il y a peut-être d'autres façons de se déplacer que de prendre sa voiture. Il y a peut-être d'autres façons de se nourrir, il y a peut-être d'autres façons de se loger. Il y a peut-être d'autres façons d'éduquer ses enfants. Il y a peut-être d'autres façons de communiquer avec soi et avec les autres. Et donc il y a juste des propositions pour se dire qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant, là où j'habite. En gros, c'est d'arrêter d'être dans une posture de réclamation et d'attente des autres, des institutions, des entreprises, des voisins, du maire. Voilà, et se dire par rapport à j'ai identifié quelque chose sur lequel je ne suis pas à l'aise, qu'est-ce que je vais faire concrètement, moi, ici et maintenant, pour faire en sorte que ça aille mieux. Un exemple très concret, on a été alerté cette semaine par un problème de déchets, paraît-il, très, très important autour de la Piazza des Suisses. On a déjà fait 4 opérations de nettoyage sur la Piazza des Suisses en 2 ans. Alors on peut se dire, donc j'ai posté en fait un message sur Facebook et je reçois régulièrement des gens, oui mais c'est le rôle des agents territoriaux, c'est le rôle de la police de surveiller, ça ne m'intéresse pas peut-être. Moi j'ai juste envie d'agir précisément et de proposer aux gens qui le souhaiteraient de venir m'aider s'ils le souhaitent à nettoyer, voilà concrètement. Et donc on fait demain matin, entre 10h et midi, une opération de nettoyage autour de la Piazza des Suisses. Et donc la posture, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire moi, là où j'habite, ici, tout de suite. Pas d'attendre que ça c'est mieux, c'est voilà, concrètement. Après, en fait, du coup, c'est tous les domaines de la vie quotidienne qui peuvent être impactés par comment je peux faire de façon différente. À partir du moment où j'ai pris conscience que là c'est un problème et quelque part je suis une partie du problème, si je décide de prendre ma voiture et partir en week-end, c'est super sympa et en même temps j'ai un impact carbone. Si je décide de partir en vacances, c'est super sympa avec ma copine, etc. C'est génial, sauf que je prends l'avion et qu'est-ce que ça a comme sens? Et j'ai un impact par rapport à ça. Après, si je mange de la viande, j'ai un impact par rapport à ce qui se passe. Après, on peut très bien ne pas avoir confiance et je suis tout à fait je suis OK avec ça. Voilà, la première étape, c'est de prendre conscience. Et une fois qu'on a pris conscience, après, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je me sens l'énergie d'agir? Voilà. Et donc à Versailles, c'est juste ça a été d'accueillir des personnes. En fait, des colibris, il y en a plein. Il y a plein de gens qui sont déjà colibris. Quelqu'un qui compose, qui utilise son vélo, qui fait attention à sa douche pas trop longue. Enfin, voilà, c'est quelque part, il a un geste d'essayer de faire déjà des choses très concrètes par rapport à sa vie quotidienne. Donc il y a des millions de gens qui sont colibris, en fait, dans leur esprit, dans leur âme. Et il y en a des milliers à Versailles, c'est sûr. Après, ça peut être juste de dire, l'association permet juste de dire,
moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, ça peut être plus sympa juste de le faire à plusieurs. Parce que ça va me donner du courage, parce que ça va me donner des idées, parce que ça va m'inspirer, parce que du coup, je vais pouvoir me sens plus à l'aise pour pouvoir lancer des actions. L'exemple du jardin partagé, c'est tout à fait ça. Moi, j'avais jamais jardiné de ma vie, et en même temps, je voyais que c'était important d'apprendre à se retravailler la terre, à savoir comment m'alimenter, comment pousser les légumes, comment ça faisait, comment ça fonctionnait. Juste de comprendre ça. Je ne cherche pas l'autarcie alimentaire, et en même temps, ça peut être un chemin aussi, hein. Et donc, le jardin, c'est en même temps, je peux prendre une parcelle dans les jardins familiaux, il y en a plein et c'est super, hein, il y en a plein à Versailles, il y a 5 associations de jardins familiaux qui existent. Après, l'idée de jardin partagé, c'est voilà, ça peut être juste sympa de faire ça à plusieurs. Et je vais apprendre de gens et du coup, ça permet peut-être de donner une énergie différente. Et voilà, c'est ça l'intention des colibris, de se réunir les gens qui ont l'énergie à un moment donné sur un sujet donné ou voir si ça intéresse des personnes. Et donc tous les projets, les 10 projets sont venus comme ça avec des gens qui ont dit « Ah, moi ce qui m'intéresse c'est les déchets ». Et donc il y a une fille qui est arrivée chez les colibris en disant « Moi ça fait des années que je suis déjà dans un processus de réduction des déchets. Elle était à 30 kg alors que la moyenne française est autour de 280 kg par an. Elle était à 30 kg elle. Elle avait pesé, donc elle avait fait déjà de super démarches, mais elle voulait partager ça et donc du coup ça a créé des tas de projets derrière en fait. Une ressourcerie, du compost de quartier, un défi des familles zéro déchet, enfin voilà, donc des tas de choses qui sont débouchées, des filières de recyclage dans Versailles hein, qui fonctionnent aujourd'hui. Une femme est arrivée en disant « Ah c'est super, moi ce qui m'intéresse c'est la communication non violente ». Au sujet a priori on se demande qu'est-ce que ça vient faire avec l'écologie et l'environnement. Et on est vraiment sur l'idée que là, c'est un processus qui est indépendant des colibris, une association nationale de communication non violente. Et l'idée, c'est de dire c'est comment est-ce que je peux changer le monde si d'abord je ne change pas moi. Et donc cette communication non violente, c'est d'abord déjà d'être une prise de conscience par rapport à soi et la façon dont je m'exprime et de dire des choses qui ne soient pas des jugements. Si je dis c'est vrai ou si je dis c'est bien. Voilà. Donc c'est des prises de conscience comme ça, et donc elle est venue avec ça, et puis du coup derrière on crée aujourd'hui, tous les 2 mois, on a un café, un thé bienveillant de découverte du sujet, on fait des formations tous les 2 mois sur la communication non violente, et on a aujourd'hui 3 groupes de pratique, c'est-à-dire des gens qui tous les mois se retrouvent, des groupes de parole, un peu, une quinzaine de personnes pour pratiquer ce mode cette façon peut-être différente, cette proposition nouvelle de façon de parler. Voilà, il y en a une qui est arrivée avec les questions de l'énergie, en disant comment je vais faire pour réduire ma consommation d'énergie. Donc voilà, de nouveau, c'était des groupes de discussion, d'échange, comment je vais faire pour réduire ma consommation d'énergie. Donc tout ça, c'est lié à des prises de conscience. Et les personnes, ils viennent avec un sujet, en disant ça qui m'intéresse, et voir si ça intéresse d'autres personnes. Il y en a un qui est venu et qui était sensibilisé sur les questions de biodiversité. Moi, j'y connaissais rien, la biodiversité, c'était juste un mot comme ça, très abstrait. On me disait que c'était important, mais bon, pourquoi ? Et concrètement, voilà, on a fait des tas de choses à Versailles très concrètes en question de biodiversité, à commencer par savoir qu'est-ce qui existait déjà. Et en fait, il y avait déjà plein d'inventaires de biodiversité qui avaient été faits dans plusieurs espaces sur Versailles, mais ils ne se connaissaient pas entre eux. Potager, le château, le domaine Elisabeth, l'université, les cimetières, plein de gens qui ont plein de volonté, qui sont isolés comme ça. Il y a des actions, il y a déjà des choses de faites, mais après c'est la cohérence de tout ça. Et la cohérence de tout ça, c'est aussi de permettre à cette biodiversité de circuler entre ces espaces-là. C'est comment ils font. Et donc c'est pour ça qu'on installe ici, dans le jardin une mare, par exemple. C'est de recréer en fait une zone humide pour favoriser la biodiversité. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais s'il y a des mares, c'est que ça a du sens. Fondamentalement, je ne peux pas expliquer scientifiquement à quoi servent les mares. Je sais juste que ça existe. Et donc c'est quelque part, en tout cas, d'essayer dans ce sens-là. Après, il y a un autre projet qui est en fait issu des déchets et qui est devenu un projet à part entière, qui est même devenu une association à part entière, qui est une ressourcerie. Donc une ressourcerie, ce sont des gens qui récupèrent des objets dans la rue ou à qui on apporte des objets dont on ne veut plus, qu'on est prêt à donner, qu'on donne, et ils le revendent à petit prix. Et il y en a une ici. Et il y a une ressourcerie à Versailles, oui, tout à fait. Elle est au Matelot, en l'occurrence. Ils ont un local depuis 2 mois, 2-3 mois. Mais elle existe depuis 8 mois. Ils ont fait des opérations ça s'appelle des ressourceries éphémères. Donc
Après, il y a des projets assez proches. En ce moment, aujourd'hui, là même, il y a une gratiféria. Une gratiféria, c'est un lieu où en fait tout est gratuit. C'est comme une brocante, tout est gratuit. Vous pouvez apporter, vous pouvez prendre. Il n'y a pas de contraintes. C'est pas de l'échange, c'est pas du troc. Vous pouvez uniquement prendre des objets. Vous pouvez uniquement en donner. C'est d'ailleurs toute la journée. C'est à la maison de quartier de Porchefontaine. C'est notre 3e gratiféria et on va en faire une maintenant tous les trimestres. Il y a donc on a un projet d'habitat partagé. Ah. Ah. Alors ça scotche. Alors là, Versailles, on sait que l'immobilier est très cher. Non, mais Oui, ça n'empêche pas que habitat partagé, ça ne veut pas dire forcément que ça soit pas cher. Donc l'idée c'est d'avoir une intention. C'est pourquoi est-ce qu'on veut faire un habitat partagé, c'est quelle est la raison d'être de ça. C'est pas forcément de réduire les coûts à travers des espaces communs, c'est peut-être d'avoir une intention particulière entre des personnes qui souhaitent, on va dire, peut-être avoir un voisinage qui soit favorable, avec qui on est en cohérence, avec qui on se sent peut-être en lien, avec qui on partage des valeurs, et du coup pouvoir prendre collectivement peut-être des décisions qui sont dans une inspiration de type colibri, de type écologique, de type aussi de faire un lieu qui soit ouvert sur l'extérieur. Il y a d'autres lieux qui existent, qui sont ouverts sur l'extérieur à Versailles. Les maisons de quartier sont des lieux plutôt assez, en estimation, ouverts. Mais ce n'est pas des lieux d'habitation, c'est des lieux d'activité. Voilà, et donc l'idée c'est de faire un lieu d'habitation qui soit conscient sur, pareil, sur l'impact que ça a sur la planète, parce que quand je suis dans une résidence, je suis dans un immeuble, aujourd'hui je ne peux pas agir sur baisser le chauffage ou les poubelles ou faire un compost. Voilà, j'ai des contraintes qui font que c'est compliqué ou voire impossible parfois. Donc ça demande l'énergie. Donc là, c'est cette attention-là. Voilà. Après, donc, projet ressourcerie, on a un projet sur l'eau. Ça, c'est mon bébé à moi. En fait, c'est venu par un sujet très simple. En fait, c'est de me dire de quoi j'avais besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? J'ai besoin d'un toit. Je peux vivre sans, mais enfin, disons que pour l'instant, en mode de vie occidental, c'est un peu compliqué. Disons que voilà, donc moi j'avais réglé mon problème de toit, j'ai besoin de m'alimenter, donc je ne le résous pas avec les jardins, mais ça commence petit à petit. Je l'ai résolu à travers une autre association avec qui on est très en lien, enfin voilà, qui existait avant les colibris, qui s'appelle une AMAP en fait, donc qui sont des associations qui permettent de soutenir des agriculteurs. Des maraîchers, idéalement en bio, pour les aider à vivre en fait, et les soutenir en créant du lien direct entre des personnes qui ont besoin de se nourrir et des gens qui... Le métier de maraîcher qui est extrêmement compliqué et très difficile en fait. Et puis j'avais besoin d'eau. J'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de nourriture et j'ai besoin d'eau. Alors vous me direz oui, mais il suffit d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Et en même temps, cette eau, elle devient d'où, en fait? Donc c'est prendre conscience, en fait, d'où viennent les choses. On se dit c'est naturel, mais en fait, c'est vraiment quelque chose. S'il y a une chose qui est essentielle, c'est l'air. Le premier, c'est l'air, et le deuxième, c'est l'eau. Et après, c'est la nourriture. Et le toit, ça vient bien après. Et donc, ok, ça paraît naturel, je vous le robinet, il y a de l'eau. Oui. Mais quelle eau? D'où est-ce qu'elle vient? Comment ça fonctionne? Où est-ce qu'elle part? Et donc j'ai cherché à trouver où est-ce qu'il y avait des sources d'eau dans Versailles. De l'eau qui sortait de terre. J'en ai trouvé plusieurs. J'ai trouvé plusieurs sources d'eau. Et de fait là, je me suis intéressé au sujet. Et du coup, j'ai trouvé des sources et j'ai compris comment ça fonctionnait, comment ça circulait, Et j'ai créé du coup une carte des sources à Versailles, une carte de l'eau, j'ai trouvé des anciens ruisseaux,
Et donc on a fait des visites, j'ai fait des conférences, et maintenant il y a même des universitaires qui viennent à Versailles pour voir comment on a fait ces recherches-là. Voilà. Et j'ai cherché où est-ce que je pouvais trouver l'eau. Et en fait, il existe quelques sources. Et en fait, il y a plein d'eau sous la terre, dans Versailles. Donc on dit qu'il n'y a pas de fleuve, c'est vrai. Mais en même temps, il y a beaucoup d'habitants qui savent qu'ils ont des caves inondées, qu'il y a beaucoup d'eau. Il suffit de creuser 1 mètre ou 2 mètres dans certains endroits et on trouve tout de suite de l'eau, immédiatement. Et donc c'était de comprendre ça et pourquoi c'était là et pourquoi on n'utilisait pas cette eau-là. Et pourquoi dès qu'on trouve un peu d'eau, on la balance dans les égouts. Donc ça oblige à construire des égouts de plus en plus gros. Donc du coup, je suis devenu guide sur une balade qui a lieu de Versailles jusqu'à la Seine, qui est sur la vallée du Marivelle, donc qui va de Versailles, Viroflay, Chaville, Sèvres. Et à Sèvres, il se retrouve avec des énormes tuyaux. Et parce qu'en fait, dès qu'on voit un peu d'eau, on la balance, alors qu'en fait, il y a de l'eau naturelle qui sort des coteaux de Versailles, mais aussi de Viroflay. Et cette eau-là, plutôt que de la balancer dans les égouts, on pourrait peut-être la récupérer pour arroser les trottoirs ou les jardins publics, ou nettoyer les trottoirs. C'est ce que fait déjà Versailles. Versailles est déjà à 90% autonome, avec de la récupération dite d'eau claire, souterraine, qu'elle a récupérée. Donc elle est sur ce niveau-là, la ville est depuis longtemps, je dirais, vertueuse dans cela. Voilà. C'est pas le cas du tout de Viroflay. Voilà, je sais que c'est une question un peu compliquée, et en même temps qui est intéressante. Et du coup, on se pose des questions évidemment sur comment on fait sur un jardin, par exemple, comment on fait pour trouver de l'eau. Quelle eau on va prendre? On fait la récupération d'eau de pluie? Non, on ne fait pas le sourcier. On utilise les toitures, beaucoup. Voilà. On utilise des techniques de jardinage qui évitent en fait d'utiliser de l'eau, des paillages, enfin voilà. L'eau, c'est extraordinaire. C'est un exemple, mais à chaque fois qu'on tire un fil, on tombe sur le même cas, à savoir qu'il y a de la sous-traitance. Et qu'on confie la responsabilité à des personnes qui prennent des décisions, qui confient la responsabilité des personnes qui prennent des décisions, qui confient la responsabilité des personnes qui prennent des décisions, etc. Et ce qui fait qu'en bout de chaîne, il n'y a plus de relation entre l'utilisateur ou le consommateur et les personnes qui font. Et du coup, on arrive sur des décalages. Mais ça, c'est vrai pour tout. Non, mais c'est vrai pour chacun des sujets. Et du coup, il n'y a plus de lien. Et du coup, il n'y a plus personne qui est responsable. Et les colibris, c'est une invitation à reprendre l'autonomie de ce que je fais et de mes actions par rapport à pourquoi est-ce que j'achète des chaussures, pourquoi est-ce que j'achète un pantalon, voilà, et pourquoi j'achète tel type de nourriture, et pourquoi je vais dans telle habitation, comment je passe mes vacances, etc. Et on a un système dans lequel on n'a plus la responsabilité, on n'a plus l'autonomie quelque part de ce qu'on fait, parce qu'on est tellement influencé par on croit qu'on a l'autonomie. Enfin, j'ai cru pendant 50 ans que j'avais l'autonomie, j'ai 54 ans, j'ai changé de vie il y a 2 ans, 3 ans, mais en fait il n'y a plus cette autonomie. Et donc on a une espèce de dépendance par rapport à ces envies, à ces désirs qu'on a, qui sont créés pour pouvoir maintenir le système dans cette fausse croyance que la croissance va nous sauver. Mais c'est juste que dans une planète dans laquelle les ressources, elles sont limitées, ça n'a pas de sens. Mais on continue. Et qui c'est qui a le discours pour dire ça va s'arrêter à un moment donné? Non, non. Qui c'est qui a ce discours-là? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a le discours de dire ça va forcément s'arrêter à un moment cette croissance? Voilà. On est sur une répartition, il faut mieux répartir les richesses, ok. Mais la croissance comme fondement de dire que ça va être forcément quelque chose qui est la solution, la technologie, tiens, tenez, il y a tous les geeks, la technologie va nous sauver, on va trouver des technologies pour pouvoir trouver de l'énergie différente. Mais avec quel matériau? Si on remplace tout par électrique, il n'y a plus d'uranium. Enfin, voilà. Et le stockage, on est en permanence dans du délire. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, les ressources pour faire des panneaux solaires, enfin, veut dire de façon en quantité suffisante. Ça n'a pas de sens. Donc on est dans cette croyance, parce qu'on a vécu comme ça pendant effectivement 100 ans. Que quelque part il y avait cette croissance qui nous a permis à mieux vivre, hein. Un confort indéniable, un confort matériel indéniable. Il y a juste que c'est pas possible. Au-delà du fait des relations que ça crée, des tensions que ça crée, de mode de vie qui
qui, pour moi n'a plus de sens. Qui n'a plus de sens. Enfin, on peut se faire plaisir exactement de la même façon, mais exactement, voire mieux, avec juste 10 fois moins. Mais qui c'est qui tient ce discours-là aujourd'hui? En fait, quand j'ai commencé à me poser des questions comme ça sur en fait, de quoi j'avais besoin pour vivre, et du coup j'ai commencé à couper dans mes dépenses. Au début, c'était un peu un jeu, et après, ça a été une jouissance. C'est-à-dire qu'en fait, en se détachant de biens matériels, du coup, on trouve une liberté. Parce qu'on n'est plus dans la recherche d'objets. Alors, ça a un côté un peu spirituel, mais alors, je ne suis vraiment pas là-dedans. Donc, quand je le dis, ça me surprend moi-même, de mes propres propos. Mais il y a une jouissance, en fait, tout d'un coup, avoir une liberté extraordinaire. Parce que n'étant plus une espèce d'obsession à se déplacer, le temps qu'on passe, fait toujours quand on pense au temps qu'on passe pour réfléchir à ce que je vais acheter, pour comparer les prix. Vous n'avez pas remarqué, c'est extraordinaire. Le monde il a changé en 20 ans sur un truc très clair, c'est que maintenant quand les gens y parlent, ils disent j'ai acheté ça et ça m'a coûté tant. Il y a 20 ans, personne n'osait dire ça. On n'osait pas dire combien les objets coûtaient. Aujourd'hui, on est devenus des comparateurs permanents. Et on ne peut pas dire à quelqu'un, oh j'étais à un restaurant, en plus c'était pas cher. Enfin, c'est pas vrai. J'ai trouvé un truc, c'était une brocante, c'était génial, c'était pas cher. J'ai eu pour 10 €. On se vante. Et le temps qu'on passe à comparer, à aller chercher le produit, à le déballer, à l'utiliser, voire à ne pas l'utiliser. Si vous faites les trottoirs à Versailles, il y a des objets, ils n'ont pas été ouverts. Il y a bien quelqu'un qui l'a acheté à un moment donné, en tout cas qui l'a pris. Après à jeter, mais après c'est rien, c'est continu après derrière la chaîne. Il y a des trucs qu'on ne voit pas, que les citoyens ne voient pas. Voilà, donc tout ce temps passé là, si vous n'avez plus ce temps là, c'est incroyable comme vous avez du temps. Les gens ils se plaignent, enfin les gens. Je connais parfois des personnes qui me disent j'ai pas le temps. Mais ça me rend triste. S'il y avait une chose qui m'appartient à moi, c'est mon temps. C'est qu'est-ce que je fais de mon temps? Et là, je dis, du coup, l'espoir, c'est de dire, j'ai le choix de pouvoir retrouver l'autonomie et le choix de ce que je vais faire de ma vie et de mon temps et de le faire en conscience.